Quelle est la carte des câbles sous-marins dans l'Arctique à l'heure actuelle, leur densité et intérêt économique et stratégique en fait? Pour le moment, dans l'Arctique, si on veut être clair, il y a très peu de câbles, notamment en comparaison des océans Atlantique et Pacifique, mais aussi en Asie, où la densité est très importante. Aujourd'hui, on n'a encore aucun câble qui traverse tout l'océan Arctique, ce qu'on appellerait un câble transarctique, alors que pourtant, depuis 25 ans, il y a des projets qui existent, mais qui échouent par manque de financement, parce que les projets sont très onéreux, les budgets pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars pour un des projets russes qui date d'il y a 20 ans. L'intérêt économique de ces câbles, il est plutôt au niveau local. Ça va permettre aux populations et aux communautés de l'Arctique de pouvoir se développer économiquement. La quasi-totalité des câbles sous-marins qui ont été ou qui vont être posés dans l'Arctique sont soit financés en partie ou complètement par de l'argent public. Parce que l'investissement de départ est trop important pour qu'une entreprise privée puisse consentir à investir autant d'argent dans ces projets. Un câble qui va connecter le Groenland, une petite communauté du Groenland, il n'y a pas tellement d'enjeux stratégiques ou géopolitiques. Par contre, le câble qui connecte le Svalbard au continent, à la Norvège, là, par contre, il y a des enjeux parce que c'est un territoire qui a un statut particulier sur lequel les Norvégiens exercent une certaine emprise face notamment aux Russes dans un contexte très particulier. Et c'est notamment aussi parce qu'il y a une station de recueil de données satellites avec plus d'une centaine de paraboles et qui permettent aux satellites à orbite polaire de pouvoir décharger leurs données au sol et de pouvoir être envoyées directement aux clients par ce câble. Ce sont souvent des données qui sont très très importantes, qui sont indispensables notamment pour l'observation de la Terre et pour pouvoir prédire les conditions météorologiques ou les conditions des glaces. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez importantes et vitales. Et couper ce câble-là, ça voudrait dire couper l'accès à ces données qui sont très importantes. Donc, il y a des enjeux, notamment sur ce câble-là. Vous avez dit que dans l'Arctique, pour l'instant, il y a peu de câbles sous-marins. Néanmoins, l'Arctique est quand même une zone où vous avez quand même des superpuissances, ne serait-ce que les États-Unis avec l'Alaska, la Russie et la Chine, bien qu'elle soit loin, s'y intéressent. C'est aussi un point chaud d'un point de vue militaire et une zone de forte concurrence entre les superpuissances. Pour l'instant, on voit un peu deux stratégies différentes. Du côté américain, on mise plus sur tout ce qui est satellite pour les télécommunications dans le Nord, et notamment pour donner aux forces armées américaines dans cette région un accès aux télécommunications qui est indispensable, qui est vraiment indispensable, mais aussi pour avoir un système de surveillance de ce qu'on appelle en anglais du domain awareness, donc la connaissance du milieu. Donc les Américains, eux, misent bizarrement, de mon point de vue, plus sur le satellite. Mhm. Alors que les Russes misent aussi sur le satellite, mais pas que, parce qu'ils ont annoncé il y a quelques années, le projet est en cours, mais semble un peu arrêté depuis la guerre en Ukraine. C'est un projet de câble transarctique, celui-là, donc qui traverserait tout l'Arctique russe. C'est le projet Polar Express et qui est financé à 100% par l'État fédéral russe et qui a annoncé clairement que ce n'était pas que uniquement pour des questions de développement économique dans le Nord, mais aussi pour des intérêts stratégiques et pour pouvoir connecter des bases militaires russes dans le Nord. Revenons au caractère stratégique d'un point de vue géopolitique de l'Arctique. Quel est l'enjeu au fond de cette partie? Si on contrôle cette partie d'une manière ou d'une autre, quels sont les impacts qu'il y a? Alors, il y a plusieurs niveaux pour répondre à votre question. Comme je disais tout à l'heure, dans un contexte de guerre technologique entre la Chine et les États-Unis sur la question des câbles sous-marins, il y a le fait d'être capable d'imposer une entreprise américaine ou chinoise et des technologies qui vont avec dans des zones qui vont devenir stratégiques. Pourquoi l'Arctique est stratégique? Parce que c'est une zone, si on pose un câble dans cette zone, on est capable de connecter 70% de la population de la planète. Donc cette route-là, cette nouvelle route qui s'ouvre depuis quelques temps, depuis à la grâce ou à cause du réchauffement climatique, on peut virtuellement, hein, après il faut quand même qu'il soit posé le câble, mais virtuellement, quand on fait le compte, si on veut connecter l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, on est capable sur cette route-là de connecter 70% de la population mondiale, ce qui n'est pas rien, qui peut donner un avantage très important aux entreprises et aux opérateurs qui seraient capables de poser ce câble et ce qui donnerait aussi accès à une masse d'informations absolument énorme, parce que si ces câbles sont posés et sont utilisés par autant de gens, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'informations qui transiteraient par ces câbles. Cette masse d'informations, c'est à la fois économique et militaire. C'est ça exactement, oui, oui. C'est d'abord une masse d'informations
à visée économique, parce qu'on est, comment dire, on a tous conscience de la compétition internationale sur le plan économique qui est très féroce. Et avoir accès à des données permettent d'avoir un avantage sur certaines entreprises, ça se monnaie à prix fort, mais aussi avoir accès à des données qui peuvent intéresser les services secrets et tout ce qui est bien sûr l'espionnage. On l'a vu avec les révélations d'Edward Snowden sur ce que faisait, sur les programmes qu'avait mis en place la NSA, sur l'écoute des câbles sous-marins, notamment ceux qui arrivaient en Grande-Bretagne. Mais les Américains ne sont pas les seuls à le faire. Alors, pardonnez-moi, j'ai un peu de mal à imaginer la Chine qui s'intéresse à l'Arctique. Les États-Unis et la Russie, je comprendrais, au regard de la situation géographique de ces deux pays, le Canada également, mais la Chine, et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Alors, la Chine est très intéressée par l'Arctique et ce depuis assez longtemps. Elle a formalisé ça assez récemment avec un livre blanc sur l'Arctique. Dans ce livre blanc, elle s'est elle-même qualifiée d'État voisin de l'Arctique. Alors en anglais, c'est Near Arctic State. Donc elle se définit comme étant un pays qui est proche de l'Arctique. Pour l'instant, elle avance sous le couvert de la recherche scientifique. Elle envoie tous les ans des brise-glaces de recherche dans l'Arctique. Elle ambitionne aussi d'avoir accès aux ressources de l'Arctique russe, notamment le gaz, et ça s'est accéléré avec la guerre en Ukraine, avec les conséquences de la guerre en Ukraine. La Chine aimerait se servir du passage du nord-est, donc de l'Arctique russe, pour pouvoir transporter peut-être à terme des biens sur des porte-conteneurs. Et il y a déjà une entreprise russe avec des navires chinois qui est en train de le faire actuellement et qui fait passer un navire conteneur dans la zone. Et il y a encore quelques années, j'avais écrit un article là-dessus, sur la volonté de la Chine d'être présente dans un projet de câble sous-marin russo-finlandais à l'époque, avant la guerre en Ukraine, encore une fois, et qui voulait financer, qui était prête à financer, mais bien sûr en imposant ses technologies et ses entreprises sur ce qu'on appelle depuis 2015 la route digitale de la soie. À la demande des Russes, les Chinois se sont intéressés à l'Arctique pour qu'il y ait un pan polaire à la route de la soie chinoise. Et un des projets, c'était de faire passer un câble dans l'Arctique russe. Et les Chinois sont très intéressés par la région arctique. Ils sont présents notamment au Conseil de l'Arctique et ils sont très actifs, notamment sur le plan scientifique, mais aussi économique. Pour cette région, quelles sont les vulnérabilités d'une société riveraine et quelles sont les menaces en cas de rupture de réseau? Jusqu'à il y a encore peu, c'était un réseau qui était très peu connu et qui était assez confidentiel parce que la plupart des gens pensaient qu'Internet passait par le satellite, mais c'est en train de changer. Les gens commencent à prendre conscience que c'est grâce au câble que la majorité de leur Internet se fonctionne. Depuis 2015 à peu près qu'on constate un regain d'intérêt de certains États, notamment de la Russie, pour cette infrastructure, mais aussi de la Chine, pour cibler cette infrastructure qui est très peu protégée parce qu'il s'agit juste d'un câble qui est posé sur le fond de la mer, en fait sur les fonds marins, qui peuvent être coupés assez facilement pour qui veut vraiment le faire et qui sait où se trouve le câble. Aujourd'hui, les menaces les plus importantes, même si celles-ci sont en train de grandir, les menaces les plus importantes, c'est plutôt les accidents dits aux activités maritimes, et notamment la pêche au chalut, qui est la cause numéro 1 des coupures de câbles. Mais aussi, on voit une nouvelle menace qui arrive. Selon moi, c'est le développement de l'exploitation des fonds marins pour aller chercher ce qu'on appelle les nodules polymétalliques ou les terres rares contenues dans les fonds marins et qui représentent un vrai danger pour les infrastructures sous-marines. Il y a un autre enjeu à propos de ça, c'est que les câbles sous-marins deviennent de plus en plus potentiellement des capteurs en eux-mêmes, en ajoutant des technologies qui sont en train d'être développées. C'est la technologie SMART ou la technologie DAS. C'est deux technologies qui sont notamment en train de se développer en Arctique et qui font des câbles commerciaux de télécommunications, des capteurs. Et avec ces câbles-là, vous pouvez notamment détecter des navires et possiblement des sous-marins. Et là, on entre dans un autre usage qui n'est plus commercial mais qui peut intéresser les militaires, notamment dans une zone où on sait qu'il y a beaucoup de sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins qui patrouillent, notamment russes, américains, français, britanniques. Donc ça en fait un outil potentiellement intéressant pour les militaires, mais aussi une cible pour des États qui ne veulent pas que, par exemple, on puisse détecter le passage de leurs sous-marins ou de leurs navires dans telle zone ou telle zone.